Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Manifestation projetée par les forces vives de Guinée. La journée de ce 6 janvier a été mouvementée sur l'axe Amdalaï, Koza, Bambeto, Sonfonia jusqu'à la cimenterie. Les accrochages entre manifestants et agents de maintien de l'ordre ont été signalés par endroits, malgré le dispositif sécuritaire impressionnant. Sur l'autoroute Fidel Castro, par contre, les activités n'ont connu aucune perturbation. Le constat à suivre. Fabriquées au milieu du 19e siècle, les valises en fer étaient utilisées pour voyager ou ranger des affaires. Cet outil, aujourd'hui en voie de disparition, est la source de revenus de nombreuses personnes. Un métier qui n'est pas sans difficulté. En plus du manque de matières premières, ils sont aussi confrontés à la rareté des clients. Vous le verrez dans un instant, c'est tout pour le sommaire. Le Parti pour le progrès et le changement, PPC, a tenu son congrès électif ce samedi 4 janvier 2025 à Conakry. Boubacar Birossouma a été élu pour 5 ans à la tête de cette formation politique. À travers cette initiative, le PPC continue de se mettre en règle après sa mise en observation par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. En Sobaï-le-Baldé. Il est déclaré vainqueur pour assurer la tête du Parti pour le progrès et le changement PPC. Boubacar Birossouma et son parti veulent accélérer les choses pour se mettre en règle à la suite de l'évaluation des formations politiques par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Après le congrès, l'élu à sa propre succession s'engage devant les militants et sympathisants du parti. Camarades congressistes, permettez-moi vous dire merci et grand merci. Vous avez porté votre choix sur ma modeste personne comme président du PPC. Je prête le serment ultime de mériter votre confiance et de me mettre à la disposition de mon parti, de mon pays, de mon peuple qui est la Guinée. Pour l'émergence du PPC, je m'engage avec mon équipe insufflée, un dynamisme de paix, de l'unité, de justice et de prospérité. Je vous engage aussi à être comme moi, ou plus que moi, dans le combat commun pour la démocratie. J'ai dédié mon mandat à la tête du PPC à l'ensemble des militants et au peuple de Guinée, sans lesquels on ne sera parlé ni du parti, ni élection démocratique dans notre pays. Le PPC est désormais l'une des formations politiques qui ont organisé leur congrès après leur mise en observation par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, MATD. Je vous ai dit que les 60 et quelques partis mis sous observation ont été convoqués le 26 décembre au ministère. À l'époque, sur les 211 partis agréés en Guinée, aucun n'avait son organe de direction selon le ministère élite. Nous, notre congrès, c'est pour 2025, en juillet. Donc, je peux donc témoigner que PPC est donc le premier parti, sur la suite du rapport du ministère, le premier parti à organiser son congrès. Plusieurs partis politiques étaient invités à prendre part à la rencontre, le Bloc libéral, l'UZDD, l'UFDG et autres notamment. Direction Araponga, précisément à Bondy, c'est dans la préfecture de Bofa. Là-bas, l'apprentissage du Coran se fait toujours autour du feu, une pratique qui tend pourtant à disparaître dans beaucoup de localités de la Guinée. En pleine nuit et loin de la lumière électrique, des apprenants récitent à voix haute les versets coraniques, un système d'apprentissage imposé à tous les enfants de cette localité. Et c'est tout bas, Ousmane Kamara, reportage. Des versets coraniques qui rythment autour d'un feu, qui éclairent les planchettes pour les uns et des livres coraniques pour les autres. Nous sommes à Bondy, une des localités de la préfecture de Bofa. Ici, les pratiques ancestrales sont toujours prises en compte. Les enfants assis à même le sol autour d'un feu. En pleine nuit,
récitant à voix haute des versets coraniques. Si cette pratique tend à disparaître dans certaines localités du pays, à Burundi, elle continue d'être appliquée. Depuis notre tendre enfance, nous avons pratiqué cette méthode d'apprentissage du Coran, un héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Aujourd'hui, nous recevons les enfants qui viennent de partout pour apprendre. Rencontré autour de plusieurs enfants, Mohamed Burhana Dalilou Conté nous confie que cette pratique est une coutume. Elle est, selon lui, transmise de génération en génération. Nous n'avons jamais abandonné cette pratique, car c'est un héritage qui nous a été légué par nos ancêtres. Nous comptons la transmettre de génération en génération. Mais cette pratique va-t-elle pouvoir résister au temps à Bondy? Contrairement à d'autres localités, les habitants n'en doutent point. Et puis, l'association franco-arabe pour le développement a organisé une lecture du Saint-Coran pour attirer l'attention des bonnes volontés sur l'état actuel du collège franco-arabe Mahad de Bessia. Cet établissement à 3 étages a été inachevé depuis sa construction en 2023. En 2003, j'y arrive. Reportage à Mamadou Tanouba. Ce bâtiment à 3 étages non achevé, c'est le collège franco-arabe Mahad Bessia. C'est incroyable. Mais il est en activité depuis 2003 et reçoit les élèves dans son état embryonnaire. Cela avec tous les risques possibles. Les salles de classe ressemblent à tout sauf à un lieu d'apprentissage où des enfants guinéens de la capitale de surcroît viennent étudier. Cette situation a poussé des anciens élèves du collège franco-arabe Mahad Bessia à créer l'association franco-arabe de Guinée pour le développement. Leur objectif premier est d'attirer l'attention des autorités du pays pour la finalisation de cette école. L'école a été construite depuis 2003. Le préfinancement a été fait par société riche. Ils ont commencé le travail jusqu'à un certain niveau. Quand le gouvernement guinéen avait retardé, et ceux-ci aussi ont retardé le travail. Depuis lors, l'école est comme ça en état d'abandon. C'est comme ça que les enfants étudient. Grand risque. C'est pour cela, nous, en tant qu'anciens élèves de cette école, on a créé une association pour sauvegarder non seulement les élèves et à l'école guinéenne, particulièrement Mahad Bessia. Elhaj Moussa Silla est le coordinateur de l'enseignement franco-arabe de la commune de Matoto. Il déplore l'abandon de cette école publique depuis 2003 malgré les multiples alertes. Donc on a tout fait, on a visité, on est allé voir au moins toutes les autorités possibles pour pouvoir au moins achever cette école. Mais jusqu'à nos jours, on n'a pas eu l'issue. La situation du collège Mahad Bessia est désormais un combat du premier imam de la grande mosquée Faisal. Elhaj Mamadou Saliou Kamara appelle toutes les bonnes volontés à contribuer pour la finalisation des travaux aux arrêts depuis 21 ans maintenant. Je appelle au nom d'Allah, au nom de Allah le Créateur, je appelle tout le monde. Mes amis musulmans, mes amis commerçants, mes amis ouvriers qualifiés, mes amis administrateurs publics, de faire face à ces travaux pour gagner la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais l'invoquer maintenant pour qu'il me donne force de participer pour la réalisation de cette école. Le souhait de l'association franco-arabe de Guinée pour le développement est de voir la reprise des travaux de finalisation du collège franco-arabe Mahad Bessia pour un cadre sécurisé des apprenants et des encadreurs. Autre titre de ce journal, les caisses ou valises en fer localement fabriquées en Guinée sont peu convoitées depuis un moment. L'évolution du monde joue en défaveur de cette activité génératrice de revenus. Pourtant, pour les pratiquants, j'y arrive. Ceux qui ne veulent pas abandonner exercent dans des conditions difficiles par un manque de clientèle et le manque de matériel et cela les affecte économiquement. Ansoubey Le Baldé est allé à leur rencontre, suivez.
Depuis 38 ans, Mamadou Ribari, originaire de Mamou, pratique ce métier de la fabrication jusqu'à la vente. Il fait tout. Les valises en fer sont moins convoitées depuis plusieurs années avec la montée grandissante de la modernisation. La fabrication de ces valises demande de la concentration et de la technique. Parce que ce métier demande beaucoup de technique pour s'en sortir. Nous, on a fait la formation pour arriver là où nous sommes. Et donc, il faut être bien formé. Seulement, avec la vieillesse, j'ai un peu baissé dans la fabrication. À côté, il y a Mamadou Sambabari qui a abandonné la fabrication pour se concentrer uniquement à la vente des valises traditionnelles. Il a beaucoup gagné avec cette activité. Ça fait longtemps que j'ai arrêté la fabrication de ces valises à cause de la vieillesse. Dieu merci, ce métier m'a apporté beaucoup de choses. Je me suis marié et j'ai eu des enfants. Au-delà, cette activité m'a permis d'aller à la Mecque. Mais ces derniers temps, le rendement a diminué à cause de la faible clientèle. Aujourd'hui, les valises en fer, appelées également caisses et malles, tendent à disparaître. Pourtant, la résistance qu'elles ont dépasse tout commentaire selon des observateurs. Ces valises traditionnelles servaient autrefois pour de nombreux citoyens à conserver des documents et autres objets de valeur. Jules Bruno Bangoura se rappelle de cet outil quand il était petit. Oui, c'est des caisses comme ça qu'on appelait les malcantines. Il y a des gros là qu'on appelle des malcantines. Avant. Parce que moi, j'ai fait 71 ans de vie maintenant là. À mon enfance, j'ai commencé à voir ça. Mais c'était les valises excellentes. À ce temps-là. Pas maintenant. Parce que tout est modifié à l'ère là. On dit que la mondialisation veut dire le développement accentué. Alors, c'est ça. Oui, vous savez, les souris ne perforent pas ça. Parce que c'est métallique. La résistance de la tôle est plus puissante que la force d'une souris. Et même les rats ne peuvent pas percer ça. Le manque de soutien pour les fabricants et vendeurs de ces valises locales entraîne la chute du métier, dénonce Mariam Tolno, citoyenne. Ce que je peux dire à l'autorité, de les aider. Il y a beaucoup d'Africains qui ont des talents, mais il n'y a pas la soutenance dans ça. Il n'y a aucune soutenance. Les gens ne considèrent même pas ça. Et ça, c'est très important. Ça aide beaucoup, beaucoup même. Non, ce que j'ai dit à notre génération, de considérer ce que nous-mêmes faisons, de travailler des choses, comment dirais-je, locales de chez nous. C'est très important. Il y a quand même ceux qui reconnaissent la valeur de ces malles. Boubacar Diallo est venu acheter une valise pour des besoins. En fait, j'ai beaucoup de documents, des anciens livres pour les enfants. C'est éparpillé dans la maison. Je veux mettre quelque part pour les garder. Donc je pense que c'est mieux indiqué pour ça. Exactement, parce que ça c'est en fer. Donc si je mets là-dedans, je ferme, je pense que ça peut se conserver mieux. Oui, justement, parce qu'ils ne savent pas l'utilité. C'est ça, c'est très important. Nous, on appelle ça kankiran. On connaît ça avec nos grands-parents, les vieilles au village. Le métier de fabrication et de vente des valises traditionnelles est une activité génératrice de revenus pour les pratiquants. Ces outils à la fabrication locale devraient attirer l'attention des uns et des autres pour leur valorisation. La première journée de la Ligue majeure des institutions a démarré ce samedi à Conakry. Le match d'ouverture a opposé l'équipe du groupe Cavimedia à celle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Partenaire officiel de cette première édition, Cavimedia s'est incliné sur le score de 2-0. Mais le résultat des autres matchs pour se relancer. Reportage à Dibabari, Michel Wamuno et Kabine Sano. 2-0, c'est le score infligé à l'équipe du groupe Cavimedia par celle du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est un début de compétition bien reçu et l'objectif atteint
selon la présidente de la Ligue majeure des institutions. Sidi Massari, initiatrice, a défini son projet comme un acte humanitaire qui vise à promouvoir le talent des jeunes footballeurs. Et de la semaine dernière, etc., les visites au sein des institutions où les jeunes ont pu échanger avec des directeurs des ressources humaines, des directeurs généraux, avec des membres du personnel. Ils ont pu parler de l'insertion professionnelle, des métiers, des institutions. Et c'est ça le but de ce projet, qui découvre le monde du travail et qui puisse aussi s'inspirer et qui puisse concilier foot et études. Donc l'objectif est atteint pour l'instant. Un match qui s'est joué devant les responsables de Kavi Media, partenaire officiel de la compétition. Malgré la défaite, le directeur des ressources humaines ne perd pas espoir. Alassane Condé reste confiant quant à la qualification de son équipe. Tout n'est pas perdu parce que nous sommes dans un système de points. C'est vrai qu'on a encaissé 2 buts. On va voir ce que les autres institutions vont faire sur le terrain et après on fera les comptes à la fin. Une initiative première du genre en Guinée. Ben Silla, amoureux du football, était venu supporter son enfant qui a joué pour l'équipe victorieuse. Il a apprécié l'initiative de la Ligue majeure des institutions. Donc là, c'est impeccable. Hein? Donc ça a été une très belle initiative, surtout qui est la première du genre, hein? Ligue nationale des institutions. J'apprécie beaucoup. Surtout ces enfants de moins de 12 ans, 13 ans. Donc ce n'est pas les colosses comme on peut penser, c'est les pépinières ça. Encadrants et joueurs ont promis de s'unir pour la réussite de la compétition, pour le bonheur des amoureux du Cure-Ronde. Toutes nos excuses, nous revenons sur cet élément, manifestation organisée par les forces vives de Guinée pour réclamer le départ de la junte en Guinée. La capitale Conakry était sous tension ce lundi sur l'axe Amdalaï, Koza, Bambeto, Sonfonia jusqu'à la cimenterie. Des accrochages ont été signalés entre forces de l'ordre et manifestants, paralysant la circulation et les activités économiques. Cependant, sur l'autoroute Fidel Castro, les activités étaient moins paralysées. Interrogés, des citoyens appellent au calme et à la retenue. Bengali Kamara. Des accrochages ont eu lieu dans certains endroits de la capitale, notamment sur la route Le Prince en ce jour de manifestation appelée par les forces vives de Guinée. C'est un appel contre la gestion de la transition. Forces de l'ordre et manifestants ont échangé pierres et gaz lacrymogènes. Contrairement à l'axe, l'autoroute Fidel Castro a gardé un rythme peu habituel lié à la circulation et au commerce. Des observateurs reconnaissent que la manifestation est un droit, mais celle-ci doit être dans le respect de la loi. C'est pourquoi ils appellent à la responsabilité citoyenne. Le droit à manifester est une composante importantissime des droits humains. Donc, pour l'interdire, il faudrait un trouble réel à l'ordre public. Et aussi, il faut garder à l'esprit que ceux qui appellent les jeunes à descendre dans la rue doivent être mis devant leurs responsabilités. Quand des jeunes caillassent, vandalisent les engins des paisibles citoyens qui vaquent à leurs occupations, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. De l'autre côté, je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, par là où moi je suis, il n'y a aucun mouvement et les gens vaquent à leur occupation comme d'habitude. L'appel que moi je peux lancer au peuple de Guinée, c'est de se calmer. C'est-à-dire il faudrait qu'on essaie de se donner la main pour que notre pays puisse avancer. C'est-à-dire sans paix, rien n'est possible. La Guinée a trop souffert. On a connu beaucoup de manifestations et le plus souvent, ces manifestations-là se soldent par des morts. La paix et l'unité nationale doivent être inculquées par chaque Guinéen pour le développement durable de la Guinée. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi Media. Au revoir.